Je suis donc Laetitia Vilquier, je suis la déléguée générale de la fédération ALDS qui co-organise avec la ville d'Harnoncourt cet événement. Je vous remercie vraiment d'être présent. C'est aussi important pour nous d'accompagner les aidants dans leur mission, je dirais, puisque nous avons mis en place des ateliers et toute une politique dédiée aux aidants depuis 5 années maintenant. Donc malheureusement la crise sanitaire nous a un petit peu stoppé dans l'évolution de nos ateliers et de la halte répit, mais nous reprenons maintenant sur l'année 2022 nos activités. Merci beaucoup. Merci. Il faut essayer de sortir cette maladie d'Alzheimer du trou épouvantable où tout le monde veut la mettre. Et on continue de vouloir la mettre. Il faut essayer de changer le vocabulaire. Voyez-vous ? Parce que ce qui fait très très peur aux gens, c'est quand on parle de démence, quand on parle de toutes ces choses absolument épouvantables. D'abord, un malade d'Alzheimer n'est jamais un dément. Jamais. Parce que c'est pas la même chose. Il perd des neurones, c'est tout. Il ne devient pas fou. Il a de moins en moins de repères, donc il perd ses repères. Il faut bien savoir que c'est une maladie de la gestion de l'information. Donc, au fur et à mesure que la maladie progresse, c'est de plus en plus difficile de gérer les informations. C'est une maladie de la gestion de l'information. Donc, ce qu'il faut faire en premier, c'est aider la personne à gérer les informations. Donc, si par exemple, la personne ne sait plus s'occuper de son compte en banque, parce que le compte en banque, curieusement, c'est de l'argent abstrait. Et tout ce qui est abstrait, ce sont des choses qui ne sont pas gérables par quelqu'un qui a cette pathologie. Qui peut gérer de l'argent dans sa poche, par exemple, qui peut très bien avoir un billet puis aller faire ses courses, mais qui ne peut pas gérer un compte en banque parce que c'est abstrait. Tout ce qui est abstrait, ça disparaît. Par contre, tout ce qui est concret, ça devient extrêmement présent. Donc, ce qui est très important, c'est d'adapter l'environnement à la personne de façon à ce qu'elle ne se cogne pas sur des difficultés qui viennent de la maladie, bien sûr. Mais si on arrange un peu autour d'elle les choses pour que ça se passe de façon sympathique, si on est agréable avec cette personne, comme on connaît l'importance des neurones miroirs, eh bien, cette personne va vivre une vie tranquille, elle va vivre aussi bien que possible. Voilà. Et ça, c'est possible de le faire, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Elle me l'a dit tout à l'heure. Donc, si on a peur du malade, si on a peur de la maladie, si on a peur de toutes ces choses horribles dont on vous menace, on vous dit les troubles de comportement, vous allez voir, il ne va pas vous reconnaître, il va vous agresser, enfin moi, on m'a menacé de tout ça au début, hein, franchement, bonjour. Hein. Alors, bon, c'est pas vrai en plus, c'est pas vrai en plus. Donc, il faut regarder, le plus important, c'est regarder qu'est-ce qui se passe. Où est-ce que ça gêne, où est-ce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème, celui-là, la personne, elle se réveille le matin, voilà. Alors pour moi, c'est qu'elle s'ouvre après la maladie un peu bien installée, elle a besoin de quoi cette personne ? Elle est un peu comme quelqu'un qui aurait pris un peu trop de somnifères, vous voyez. Donc elle est un peu perdue. Et bien, qu'est-ce qu'il faut lui donner ? Du café, voilà, du café. C'est très important. Du café, de l'exercice physique. Le plus d'exercice physique possible. Et à ce moment-là, il y a tout qui se remet en place. Ensuite, il ne faut pas lui reprocher les choses qu'elle ne comprend pas ou qu'elle ne sait pas faire. Parce qu'alors là, c'est reproche du matin au soir, et on peut en faire 4 minutes par semaine, c'est pas compliqué. Hein. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça aggrave tout. Donc moi, je dis première chose, jamais de reproche et jamais dire non. Jamais dire non à quelqu'un qui est malade. Alors vous allez me dire à quoi ça sert ? Essayez. Vous essayez, puis vous allez voir le résultat. Et le résultat, en général, il est assez sympa. Hein. Très, très sympa. Et évidemment, jamais s'énerver. Alors ça, on me dit, ah, mais ça c'est difficile, moi je m'énerve. Bon, alors, moi je m'énerve. Bon. Mais si on s'énerve et qu'on voit que le résultat il est très mauvais, si on ne veut pas du résultat, on ne s'énerve plus. Et je trouve qu'on vit dans une société qui est particulièrement très, très... porté sur les reproches. On a l'impression que si on parle, c'est pour critiquer, c'est pour faire des reproches, sinon on se tait. Vous n'entendez pas des gens vous dire ma mère a eu la maladie d'Alzheimer et vraiment, quel échange de tendresse j'ai avec elle. Et vous n'entendez pas ça, nulle part. Hein. Mais moi, je l'entends très souvent parce que les gens me le disent. Ils me le disent pourquoi ? Parce que moi, je le dis. Donc, du coup, ils se disent, si je lui dis, elle va me croire. Mais sinon, les autres ne les croient pas. C'est vrai qu'il y a des passages qui sont vraiment difficiles,
Parce que la personne va s'opposer à ce qu'on la change de place, parce qu'elle ne se rend pas compte du tout des difficultés dans lesquelles elle se trouve. Donc, c'est vraiment difficile. Mais à ce moment-là, il faut quand même prendre des décisions et s'y tenir. Et il ne faut pas laisser les gens, comme ça a été le cas de mon voisin dans mon immeuble. À un moment donné, il y a eu le feu chez lui. Il ne s'en est pas rendu compte parce qu'il ne pouvait pas reconnaître que c'était une odeur de brûlé, vous voyez. Et donc, il a failli mettre le feu à toute la maison, un peu plus, on brûlait tous. Donc, c'est dangereux pour les autres, c'est dangereux pour lui. Donc, il y a un moment, il faut prendre des mesures vraiment importantes. Et il faut avoir le courage de les prendre, mais parce que vous ne pouvez pas laisser les choses pourrir, si vous voulez. Quand une situation elle est en train de pourrir, il faut vraiment trancher dedans, il faut trancher dans le vif. Et pas être triste de faire ça. Au contraire, c'est beaucoup de courage qu'il faut. Et il faut être sûr de soi. Et il faut être, si vous êtes plusieurs dans la famille, il faut vous mettre ensemble. Et il faut arriver à trouver une solution. Puis vous pouvez prendre conseil. Il y a beaucoup de gens là qui sont là, qui se demandent qu'à vous conseiller. Donc prenez des conseils autour de vous. Mais une personne, à un moment donné, ne peut plus vivre seule. Non, mais vous dites pas non. Vous ne dites pas non. Vous dites, on a pris la voiture elle est en panne, vous racontez n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi, peu importe ce que vous racontez, mais vous ne dites pas non. Il ne faut pas dire non, on te prend la voiture parce que tu as la maladie d'Alzheimer. Et quand tu as la maladie d'Alzheimer, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Vous comprenez ? Par exemple, moi, un jour, à un moment donné, j'ai pris la clé. Moi, j'ai pris la clé de la maison et j'ai remplacé ça par un code. Bon, alors il dit, pourquoi j'ai plus de clé ? Je ne vais pas lui dire, c'est parce que tu es malade et que si tu sors, tu ne vas pas te retrouver. Je ne vais pas dire ça. Je dis, avant, tu avais une clé, maintenant, tu n'en as plus. Et c'est tout. Et c'est tout. Et ça passe, si vous le dites avec le sourire, ça passe. Avant, tu avais une voiture, et bien maintenant, tu n'as plus de voiture. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Veux-tu que je t'emmène dans ma voiture ? Vous voyez ? Avant, tu avais une voiture, maintenant, tu n'as plus de voiture. C'est tout, la voiture est partie, il n'y en a plus, voilà. C'est comme ça, elle est partie, voilà. Hein ? Pas d'explication. De toute façon, les explications ne vont pas la convaincre. Donc, ça ne sert à rien de donner des explications. Vous voyez, il faut rester sur votre point de vue. Avant, il y avait une voiture, maintenant, il n'y a plus de voiture. Alors, est-ce que tu veux que je t'emmène dans ma voiture faire une balade ? Est-ce que tu veux que je t'emmène faire des courses ? Vous voyez ? Et tout va bien. Et je vous garantis que tout va bien. Mais il ne faut jamais dire à la personne, je te supprime ta voiture parce que tu es malade, parce que nana, parce que nana. Oh, ça, c'est de l'agression pure et simple, vous voyez. Parce que ce n'est pas la personne qui est malade qui va être capable, elle, de savoir qu'est-ce qu'il faut pour elle. Parce qu'elle ne peut pas le savoir, elle ne peut pas du tout l'imaginer non plus. Voilà, ça c'est important. Donc je disais, on définit cette maladie comme ça, on dit que c'est un état, n'est-ce pas ? Donc on passe par énormément de stades. Et moi je dis, on passe au moins par 70 stades. Alors pourquoi 70 ? Parce que les Esquimaux, il paraît qu'ils ont 70 mots pour désigner la neige. Donc moi j'imagine un Esquimau qui sort le matin de son igloo, comme ça, il regarde, c'est quoi la neige ? Il a 70 variétés de neige pour savoir où il doit mettre ses pieds. Vous voyez ? Donc c'est toujours important de savoir précisément, exactement, l'état de la personne dont on s'occupe. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut, par exemple, aller acheter le pain tout seul et revenir ? Est-ce qu'il peut faire du sport ? Est-ce qu'il peut faire ceci ? Est-ce qu'il peut faire cela ? Il y a des tas de choses qui sont possibles de faire. Il faut savoir lesquelles, quand, à quel moment et de quelle façon. Et par exemple, parmi les choses qui sont très sympathiques à faire avec quelqu'un qui a cette maladie, c'est la lecture à haute voix. Il ne faut pas lui lire des choses, c'est lui qui doit lire, ou elle qui doit lire. Et ça, c'est très important. Il faut arriver à faire des grandes listes de tout ce que la personne est capable de faire avec plaisir. Et qu'elle peut faire bien. Parce qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas faire, comme je dirais un compte en banque, par exemple, mais elle peut très bien jouer au ballon, jouer au tennis, jouer au golf, jouer au ping-pong. Le ping-pong, c'est super important. Si pour ceux qui... Parce que c'est facile de trouver une table de ping-pong, c'est des choses assez simples à trouver. Des balades, des marches, des je ne sais pas quoi. Tout ce qui est sport est très, 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 très important parce que ça remet le cerveau en place. Ça fait de l'énergie qui circule, ça fait travailler les neurones, ça fait travailler tout. Et la lecture à haute voix, c'est un truc très sympa à faire parce qu'il suffit qu'on l'écoute, la personne. Et si on l'écoute, elle peut lire pendant 1 heure, sans problème.
alors que toute seule, elle ne pourra rien lire parce qu'elle va oublier ce qu'elle a lu, donc elle ne peut pas continuer à lire, c'est pas possible, le livre lui tombe des mains tout de suite. Et si on l'écoute, elle est dans une relation. Et à ce moment-là, la lecture elle devient une activité sympathique, agréable, et qui ne coûte rien. Ça ne coûte pas cher du tout, et c'est très sympathique. On peut faire en fait beaucoup de choses qui sont agréables pour le malade, et donc qui sont agréables pour les gens qui l'entourent. Parce que si le malade il se sent bien, ceux qui l'entourent aussi. Si les gens qui l'entourent se sentent bien, le malade se sent bien. C'est la dépendance réciproque, si on veut dire. Parce qu'on est indépendant que quand on est vraiment dépendant. Quoi. Alors, je vais vous dire, quand quelqu'un est déprimé, il faut savoir pourquoi il est déprimé. Mais en général, quelqu'un est déprimé parce qu'il a de lui une mauvaise image. Parce que, est-ce que vous connaissez le livre de Václavic qui s'appelle « Comment réussir à être malheureux » ou un truc comme ça. Comment réussir son malheur. Vous connaissez? Voilà, c'est intéressant à lire. Hein. Donc, quelqu'un qui est déprimé, c'est quelqu'un qui a investi énormément de temps pour construire cette déprime. Voilà. Qui a passé beaucoup de temps à mouliner des idées négatives. Vous voyez, donc, alors, la seule chose que vous pouvez faire, si c'est possible, mais des fois ça l'est pas du tout, c'est d'essayer de tourner le truc en sens inverse. Ah, mais t'es jolie, mais ça me fait plaisir de te voir, mais je sais pas quoi, t'as une belle robe, je sais pas quoi, enfin des trucs, et puis de faire des trucs rigolos. De faire des trucs rigolos, parce que souvent les gens ils oublient de rire, et quand on rigole pas, il y a des tas de fonctions du corps qui marchent plus bien. Quand on rigole, ça remet en route des choses sympathiques. Alors, soit vous y arrivez, soit vous n'y arrivez pas. Et bien, si vous n'y arrivez pas, vous regardez ce qui se passe et vous dites voilà ce qu'elle fait de sa vie. Et bien, moi, je ne vais pas faire pareil. Voilà, très bien. Alors, c'est parfait. Tout va bien. Tout va bien. Donc, quand tout va bien, ça ne peut pas aller mieux. Hein, parce qu'on ne peut pas, si quelqu'un il a besoin comme ça d'être déprimé, ben, il faut avoir du respect pour lui, le laisser se déprimer. Hein, ah si, c'est comme si vous voulez, par exemple, si vous avez un jardin, vous cultivez des plantes, vous voyez bien qu'une plante, chaque plante, elle est elle-même. Elle ne va pas, si vous avez planté des pivoines, vous n'allez pas avoir des jonquilles, hein, vous allez avoir des pivoines. Donc, il y a quand même des natures de personnes qui les portent vers la dépression. Mais on peut pas transformer l'humeur des gens, mais on peut transformer son humeur à soi. Ça, c'est très important de savoir ça. Son humeur à soi, on peut la transformer. Celle des autres, on ne peut pas. De transformer son humeur, ben, souffler c'est bien. Quand on est stressé, c'est important de souffler beaucoup parce que, je veux dire, quand on est stressé, ce qu'on fait souvent, c'est on bloque la respiration. Parce que comme on reste comme ça, vous voyez, hein, si on vous dit des trucs, on reste comme ça. Alors, pour se décoincer, il faut souffler. Et souffler, souvent en faisant un petit bruit, c'est rigolo. Moi, je fais comme ça. Autant que vous pouvez pendant une bonne demi-heure, après vous êtes plus déprimé. Sinon vous chantez, c'est encore mieux. Si vous chantez, c'est encore mieux parce que ça fait travailler la respiration et c'est pas mal aussi. De chanter, c'est pas mal. Et je disais que c'était une grande chance, n'est-ce pas, de vivre avec quelqu'un qui a Alzheimer. Bon, alors ça me paraît rigolo à des gens, mais moi, je suis très sérieuse quand je dis ça. Parce que si vous voulez, quelqu'un qui a cette maladie, il est dans le présent. Il est là, aujourd'hui, là. Et nous, on ne sait plus faire ça. Surtout dans la société dans laquelle on vit, on est tout le temps, on se projette en 2023, je ne sais pas où, on n'est jamais là, quoi. Être là, vraiment là, c'est quand même le premier pas vers le bonheur, d'être là où on est là. Vous voyez, c'est là où on est là. Voilà. Quand on est présent, eh ben, ça donne un sentiment très agréable de soi. Et en même temps, on se rend compte qu'on est une personne très importante pour l'autre personne. On n'a jamais été aussi important de notre vie pour cette personne-là qu'à ce moment-là. Parce qu'on représente tout pour elle. C'est vrai, hein, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, c'est vrai, hein. Voilà. Donc c'est quand même... Donc de dire que des horreurs sur cette maladie, c'est un mensonge sociétal énorme. Parce que notre société considère que l'individu, il est tout seul, isolé, indépendant, compétent, qui fait tout à toute vitesse. C'est que des bêtises, quoi. Et c'est faux, on est tous en relation, on est en relation avec plein de gens, on est en relation avec... La relation, c'est vraiment... C'est ça qui est c'est la vie, c'est la relation. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de vie. C'est vraiment ça, quoi. Voilà, n'est-ce pas? Merci, madame. Je pense qu'il
comme une valorisation de soi-même. Voilà, exactement. Ça peut pas être mieux dit que ça. Vous êtes un public magnifique. Hein. Merci à tous pour votre participation. Merci Madame Roubalet.